C'est alors qu'entra l'un des plus grands nobles du Japon, dont les présents qu'il apportait permettaient de deviner son rang. Lingots d'argent et d'or, robe de soie. Tout cela fut tout d'abord déposé sur des tables. L'empereur ne daigna pas y jeter le moindre regard. Le daimyo se prosterna à 100 pas du trône. Il baissa sa tête si bas qu'il donna l'impression de vouloir embrasser le sol. Personne ne lui dit le moindre mot, et lui ne leva pas les yeux en direction du souverain. Ensuite, quelqu'un tapa des mains pour signifier la fin de l'audience. Sans mot dire, la fin de l'entrevue avait été décidée, et le daimyo repartit en arrière, toujours à genoux. Rodrigo de Vivero y Velasco a été fortement impressionné par ce qu'il a vu. Il a pu constater le grand pouvoir de Ieyasu. Il a vu un puissant daimyo, seigneur ayant droit de vie ou de mort sur ses terres, adopter une position peu altière pour rendre hommage au shogun. Le grand souverain est parvenu à réaliser son rêve, soumettre l'ensemble du Japon à son autorité. À 72 ans, il fait encore preuve d'une incroyable vigueur. C'est lors d'une de ses régulières parties de chasse au faucon qu'il tombera gravement malade. Alité et mourant, il organise tous les détails de ses funérailles. La cérémonie sera simple et ses cendres seront jetées du haut de la montagne, surplombant la terre qu'il parcourait si souvent avec ses rapaces. Ici, il est persuadé que son esprit pourra s'élever au-dessus de sa terre bien-aimée et préserver l'unité de son royaume. Ieyasu a forgé une société très hiérarchisée. Il ne veut pas abandonner l'avenir du Japon à des souverains capricieux. Avant de trépasser, il fait venir sa famille à ses côtés. Il dit à ses enfants et ses petits-enfants réunis autour de lui, « Parce que vous êtes ma descendance, vous deviendrez des shoguns. À ce titre, il est important que vous gouverniez le pays pour le bien du peuple ou le ciel vous punira. Vous devrez également gouverner pour le bien du pays. Ce monde n'appartient pas au Tokugawa et ne peut être gouverné selon vos seuls désirs. » Parmi les membres de sa famille, son petit-fils est destiné à devenir shogun. Le jeune Iemitsu grandira déterminé à marcher sur les traces de son illustre grand-père. Iemitsu, troisième shogun du Japon, utilisera tous les moyens dont il dispose pour conserver le pays sous l'autorité des Tokugawa. Iemitsu voue une vénération sans borne à son grand-père. Il a connu plusieurs expériences mystiques lorsqu'il était malade. Ieyasu apparaissait souvent dans ses rêves. Lorsque cela se produisait, généralement, il se sentait beaucoup mieux au réveil le lendemain matin. Son respect pour son grand-père s'était transformé en véritable vénération. Iemitsu portait toujours sur lui un porte-bonheur contenant un morceau de papier sur lequel était écrit « Vivre comme mon grand-père aurait vécu ». Outre sa volonté farouche de suivre les traces de son grand-père, le jeune shogun fera preuve d'une sévérité bien plus grande que son aïeul. Peu après son couronnement, Iemitsu convoqua tous les daimyo du pays dans son palais. Les seigneurs attendirent toute la journée dans le froid, sans nourriture et sans abri. Ils se mirent alors à craindre pour leur vie, jusqu'à ce qu'enfin, ils reçurent l'ordre de pénétrer à l'intérieur du palais où un ultimatum leur fut adressé.
Depuis ma naissance, j'occupe une position de supérieur et de maître. Je traiterai dorénavant tous les daimyo comme mes sujets. Ceux d'entre vous qui oseraient me désobéir retourneront immédiatement dans leur province pour réparer leur château et préparer leur armée. J'agirai alors en conséquence. Iemitsu est un shogun fascinant. C'est le premier shogun qui ne conduit pas ses troupes à la bataille. Il n'a pas prouvé sa valeur sur le terrain. Quand il est devenu shogun, il n'est pas arrivé en poste avec ses propres hommes. Iemitsu a hérité d'une nation pacifiée. Pourtant, il la dirigera de main de fer. Il n'écoute que très peu de conseillers et ne fait preuve d'aucune pitié. Il ne supporte aucune concurrence, pas même la rivalité fraternelle, à tel point qu'il ordonnera à son frère de se suicider. Sous leur shogunat, les Tokugawa se comportent de manière très capricieuse à l'encontre des seigneurs qui désobéissent aux règles ou aux règlements auxquels ils sont tenus de se conformer. Un marchand européen qui jadis fut le précepteur de Iemitsu a pu observer la cour du shogun. Personne n'ose manifester la moindre opposition à la volonté du shogun. Quelle que soit l'injustice qu'il commette, quelle que soit l'extravagance ou l'excès auquel il se livre, tous le louangent ou l'approuvent. Mais gouverner par la crainte peut susciter des mouvements de révolte. Pour éviter cela, Iemitsu doit s'assurer l'allégeance de tous les daimyo, soit 260 seigneurs. Hélas, en temps de paix, il n'existe aucun ennemi, ni aucun trésor de guerre pour récompenser les daimyo de leur loyauté. Iemitsu doit donc trouver d'autres façons de les contrôler. Il décide de les forcer à se rendre à Edo afin d'apparaître à sa cour. Un voyage qu'il n'effectue pas seul, comme a pu en témoigner un voyageur allemand. À leur passage, gardes du corps et porteurs affichent une démarche altière. À chacun de leurs pas, ils soulèvent les talons presque jusqu'au postérieur, tout en propulsant en avant le bras opposé. Ils donnent l'impression de nager dans l'air. Ces processions très complexes sont généralement composées de milliers de personnes et font partie d'un système mis en place par le shogun appelé résidence alternée. La résidence alternée a évolué sous le régime des Tokugawa. Son principal objectif était de contraindre les grands seigneurs à passer une partie de l'année à Edo et une autre partie de l'année dans leur fief. Ils devaient faire l'aller-retour en respectant des horaires stricts, tandis que leurs femmes et leurs enfants devaient demeurer à Edo. C'est le plus grand contrôle administratif opéré sur des seigneurs au cours du shogunat des Tokugawa. Le système de résidence alternée comporte un autre avantage pour le shogun. Il maintient les seigneurs daimyo dans une dépendance financière. Un daimyo pouvait dépenser plus des 3/4 de ses revenus pour la procession, ainsi que pour faire vivre son armée de samouraïs, une fois à Edo. L'une des conséquences de cette mesure est de faire exploser la taille d'Edo. Cela a également donné naissance à une classe de samouraïs qui ne connaissaient que la ville d'Edo, bien que leur domaine soit situé au fin fond du Japon. Ils étaient nés à Edo, ils travaillaient à Edo et ne connaissaient qu'Edo. Pour les guerriers samouraïs, la vie en temps de paix à Edo constitue un catalyseur qui modifie la nature même de leur existence. Il est interdit aux samouraïs d'amener leur famille avec eux. Dès lors, ils mènent une vie de célibataire. Ils reçoivent un très modeste traitement pour accomplir leurs tâches officielles. Le matin, au réveil, leurs cheveux étaient coiffés par un autre samouraï.
Ensuite, ils partaient travailler sur les terres de leur seigneur. Ils faisaient cela tous les 4 ou 5 jours. Ces samouraïs ne travaillaient que le matin et ensuite rentraient déjeuner. Vers 2 heures de l'après-midi, ils allaient en ville. Une vie que les fiers guerriers samouraïs de jadis n'auraient jamais imaginée. À cette époque, Edo devient une ville de samouraïs, où progressivement le travail de ces derniers relève de la bureaucratie. Les samouraïs n'ont pas le droit de travailler. Ils reçoivent néanmoins suffisamment d'argent pour vivre. Ils passent la plupart de leur journée chez un ami à boire, discuter, étudier, faire du thé, lire des livres de vieilles légendes de guerre et à imaginer à quoi devait ressembler la vie au XVIe siècle. Au XVIIe siècle, les Japonais vivent dans un pays pacifié. Néanmoins, la population est soumise à de nombreuses règles et règlements très stricts. Les pénalités prévues pour quiconque osait les enfreindre étaient d'une grande sévérité. Agitant nos papiers, soufflent les vents du printemps, au moment où, par les barrières ouvertes, nous partirons reconnaissants. Edo, la capitale du shogun, est accessible par 5 grandes routes gouvernementales, toutes dotées de postes de contrôle destinés à faire appliquer les lois de Iemitsu. Le shogun a fait améliorer l'état des routes afin que ses messagers puissent atteindre rapidement toutes les régions du Japon. Ces routes permettent également de faciliter le voyage des daimyo et de leurs samouraïs jusqu'à Edo. Néanmoins, pour la plupart des Japonais, voyager demeure une entreprise parsemée d'embûches. Une foule de lois sont appliquées dans le but de recenser toutes les entrées et les sorties de la ville d'Edo. Presque tous les Japonais doivent être munis de passeports, hormis les artistes itinérants, capables de prouver leur identité en exerçant leur talent, ainsi que les lutteurs de sumo, dont la corpulence suffit à prouver leur profession. Les paysans n'ont généralement pas le droit d'aller de village en village. Le gouvernement tient à ce qu'ils demeurent dans les domaines de leur maître à travailler la terre. Les Japonais, ne disposant pas de documents administratifs réglementaires, tentent souvent d'éviter les postes de contrôle en empruntant des chemins de traverse. Des peines très sévères sont prévues pour les contrevenants. Les hommes encourent la crucifixion et les femmes l'esclavage. Au milieu d'un dispositif juridique aussi abondant, il est difficile pour la population de savoir lorsque les édits de shogun s'appliquent. C'est une sorte d'arsenal punitif destiné à effrayer le peuple et à le forcer à se comporter comme il faut. Le souverain peut subitement décider qu'un comportement n'est plus conforme à la morale et punir un habitant sévèrement. En dépit d'une grande incertitude et contre toute attente, le voyage jouit d'un soudain regain d'intérêt. Les routes sont de plus en plus sûres et un nombre grandissant de Japonais voyagent de village en village. La route la plus empruntée est celle de Tokaido, une route de 480 km reliant Kyoto à Edo.
50 haltes ponctuent ce grand axe. Les relais qui ponctuent les 5 grandes routes du Japon se sont développés au point de devenir de véritables villes. On y trouve des auberges, des maisons closes, des restaurants, des boutiques où l'on vend des remèdes. Il s'y est développé une culture propre aux villes relais. Sous le règne des Tokugawa, le peuple japonais est très curieux. On commence à concevoir le Japon comme une nation. Les carnets de voyage se vendent très bien. Inoue Tsujo est une jeune femme samouraï et écrivain qui a emprunté la route de Tokaido. Elle décrit son voyage dans son journal. Une chaîne de montagnes s'élève au-dessus des nuages et une fontaine d'eau jaillit au-dessus des rochers dans un bruit assourdissant. Dans les côtes, nous avons l'impression d'être attirés en arrière et dans les descentes, nous avons l'impression d'être poussés le long du chemin. Nous avons souvent peur. Les auberges qui bordent la route offrent un repos bienvenu pour les voyageurs comme Tsujo. Elle est en route vers Edo, où elle doit servir dans la résidence d'un samouraï de haut rang. Bien que la nature du voyage d'Inoue Tsujo soit officielle, et en dépit de la présence de son frère, le périple de la jeune femme demeure parsemé d'embûches. Si tous les voyageurs doivent se conformer à des règles strictes, les femmes sont soumises à des contrôles plus rigoureux encore. Au XVIIe siècle, il était très difficile de voyager lorsqu'on était une femme. Elle devait tout d'abord obtenir l'autorisation de quitter le foyer, dont elle devait assurer le nettoyage et la cuisine. Le permis de voyage pour les femmes était beaucoup plus compliqué. De nombreux postes de contrôle ne les laissaient pas passer parce qu'elles devaient subir une fouille corporelle. Seuls des officiers femmes étaient autorisés à le faire et il y en avait très peu dans les postes de contrôle. Les contrôleurs font preuve d'une vigilance de tous les instants afin de repérer les femmes déguisées en hommes. À son arrivée au poste de contrôle, Tsujo est inspectée par une garde plus âgée. Une femme à l'air sévère m'examina. Elle passa sa main dans mes cheveux et prononça quelque chose avec un très fort accent. C'était très désagréable, mais je n'avais pas le choix. J'avais peur de ce qu'elle pouvait faire. Lors d'un autre contrôle, la formulation de son laissez-passer lui vaut de nouveaux soucis. Lorsque j'ai présenté mon document officiel, le passage m'a été refusé. Sur le permis, j'étais décrite comme une femme et non pas comme une jeune femme avec de longues et larges manches.